Public Sénat et l'INA, en partenariat avec France Info et l'Obs, présentent l'info dans le rétro. Vive la France! L'Odéon occupé comme en mai 68. Mais cette fois, à l'appel de la CGT, ce sont les artistes et techniciens du spectacle qui sont là depuis 7 jours. Leur combat, garder ce statut spécifique qui leur permet aujourd'hui de bénéficier d'au moins 6 mois d'assédic après avoir cumulé 507 heures de travail. Jack Lang, au secours! Au secours, Jack Lang. Mais Jack Lang ne sera d'aucun secours cette année. Mais 24 ans plus tard, les intermittents ont occupé à nouveau l'Odéon pour des revendications quasiment identiques. Nous en parlerons avec l'économiste de la culture, Xavier Greff. Mais avant cela, pour commencer ce nouveau numéro de l'info dans le rétro, partons pour l'Autriche, qui vient de donner une très confortable avance aux candidats d'extrême droite à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle. Et ce n'est pas la première fois que le FPO, dont le premier leader fut en 1955 un ancien nazi autrichien, ce n'est pas la première fois donc que ce parti est au pouvoir ou à ses portes. Avant de plonger dans l'histoire complexe du nazisme dans ce pays, un rappel de l'actualité électorale autrichienne avec Sonia Donadé. 36,4% des suffrages. C'est avec ce score historique que le FPO, parti d'extrême droite, est arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle en Autriche. Ce dimanche 24 avril, pour la première fois depuis 1945, les partis traditionnels, les sociodémocrates du SPO et les chrétiens conservateurs de l'OVP ont été éliminés dès le premier tour d'une élection nationale. Surfant sur la crise migratoire et le ras-le-bol des Autrichiens de la coalition des grands partis, en place depuis 2008, le FPO a séduit en incarnant un possible renouvellement. Pour le second tour, le 22 mai prochain, le candidat d'extrême droite Norbert Hofer, 45 ans, aura face à lui Alexander Van der Bellen, candidat soutenu par les écologistes. Peu importe l'issue du scrutin, le résultat sera historique. Et sur ce plateau, m'a rejoint Marc Lachny, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'études germaniques à l'université de Lorraine, qui se trouve à Metz. Oui. Et vous êtes un grand spécialiste de la littérature et de la culture autrichienne. Juste un point, parce que je pense que vous suivez beaucoup la campagne électorale en Autriche, Bien sûr. plus qu'en France, on ne la suit pas beaucoup, sauf quand on découvre comme ça qu'un candidat d'extrême droite est aux portes du pouvoir. Il a de bonnes chances de l'emporter dans à peu près un mois. Il a un certain nombre de chances, effectivement, de l'emporter. En tout cas, il s'agira d'un second tour historique, de toute façon, puisque les deux grands partis traditionnels autrichiens, donc le parti social-démocrate et le parti conservateur, ont été éliminés d'emblée pour la première fois depuis 1945. Donc rendez-vous le Donc, 22 mai. c'est historique. Donc Voilà. le 22 mai. Alors historique, c'est un mot qu'on aime bien dans cette émission d'histoire. On est partenaire de l'INA. Et moi, j'avais un peu lu vos travaux. C'est pour ça qu'on vous a invité. Parce que vous êtes de ceux qui considèrent que ce qui se passe actuellement, ça a une vraie profondeur de champ historique. Disons qu'il y a une certaine tradition, effectivement, historique de l'antisémitisme qui remonte partiellement au XIXe siècle, pour les fondements idéologiques en tout cas, des penseurs dont s'est inspiré, par exemple, Adolf Hitler. Qui est d'Autrichien. Voilà, qui est d'origine autrichienne. Ça remonte aussi un petit peu le plus près de nous avec un certain nombre de penseurs de l'antisémitisme et de l'antiféminisme, comme Otto Weininger. Donc il y a, Voilà. donc il y a un terreau culturel. Il y a un terreau culturel. Qui a explosé de manière impressionnante au moment de la Seconde Guerre mondiale. J'aimerais qu'on commence par une archive. Dans cette émission, on aime montrer des archives, des images historiques. Et là, on est à un moment incroyablement historique, pour le coup, vraiment historique. On est en mars 1938. Adolf Hitler arrive en Autriche pour y célébrer l'Anschluss, à savoir le rattachement de l'Autriche à l'Allemagne nazie. Des images des actualités de l'époque. Le Führer, après s'être arrêté successivement dans les principales villes qui jalonnent la route de Munich à Vienne, fait une entrée spectaculairement triomphale dans la capitale autrichienne. Par arrêté de police, ce jour, qui marque une page de l'histoire européenne moderne, avait été déclaré férié. Et derrière les automitrailleuses, parmi les hommes en armes, Hitler, acclamé, arrive en conquérant à l'hôtel impérial devant lequel une foule immense s'est massée. Après avoir félicité les artisans de cet Anschluss médité et parfaitement organisé, le chancelier du Reich apparaît au balcon où ont pris place en même temps les généraux allemands et M. Seyss-Inquart, représentant autrichien de l'autorité centrale de Berlin. Le chancelier Hitler proclame officiellement l'annexion de l'Autriche à l'Allemagne, dont les rêves d'hégémonie inquiètent plus que jamais les peuples pacifistes.
der deutschen Nation und damit des deutschen Nationalseins. Donc, foule immense, enthousiasme réel ou fin? Est-ce que c'est selon vous quelque chose qui ressemble à la réalité, ce qu'on vient de voir? Il s'agit manifestement d'un mouvement de liesse collective, donc ça, on ne peut pas vraiment le nier. Et ça entra d'ailleurs la conscience culturelle, politique autrichienne jusqu'au terme de la Seconde République, jusqu'à nos jours finalement. D'ailleurs, ça a inspiré une pièce qui s'appelle Place des héros de Thomas Bernhardt, connu en France, qui précisément fait résonner ces cris, ces chants de liesse du peuple viennois, du peuple autrichien, devant Hitler arrivant donc en grande pompe à Vienne. Donc c'est sans doute pas fin, effectivement. Une véritable adhésion profonde. Une véritable adhésion. Alors évidemment, ça s'inscrit dans un contexte social, économique compliqué. On songe à la famine, on songe à la misère, à la hausse du chômage dans les années 1930, etc. Donc comme toujours, il y a évidemment un environnement socio-économique qui s'y prête. Il y a la hausse, la montée en puissance également de Hitler en Allemagne, ce qui inspire également les partis nazis en Autriche. Oui, parce qu'il y avait aussi des partis nazis autrichiens à ce moment-là. Voilà. Alors il faut savoir que le NSDAP était interdit longtemps en Autriche malgré tout. Donc il y avait des variantes autrichiennes du national-socialisme qui ne se confondent pas tout à fait, mais où on voit quand même des phénomènes de convergence. D'accord. Il y a aussi des bandes paramilitaires comme les Heimwehren, fortement antisémites, qui vont se rapprocher du NSDAP. Mais ça, c'est pas spécifique. On a aussi en France les ligues dans les années 30. Oui, bien sûr. Il y a un terreau très fertile, évidemment, pour ces ligues d'extrême droite. Alors, après, donc, la guerre se déroule avec une peut-être co-responsabilité, on en parlera. En tout cas, j'aimerais vous faire réagir à une archive qui date du lendemain de la guerre. On est en septembre 1945. Les actualités françaises évoquent, pour préciser un peu les choses pour nos téléspectateurs, le découpage de l'Autriche et de Vienne. Un quart de l'Autriche et de Vienne est occupé par les Français, comme pour l'Allemagne et Berlin. Oui. Et vous allez voir dans le commentaire, écoutez bien le commentaire parce que vous allez voir comment on va dissocier le nazisme donc, de l'Allemagne, de l'Autriche, qui semble presque en dehors de cette histoire. Regardez, on est donc le 21 septembre 1945. Vienne n'est pas morte comme Berlin. Vienne a souffert de la guerre, mais la guerre n'a pu effacer le visage de Vienne. Si l'on y trouve des tas de pierres, il reste encore 1000 aspects d'autrefois. La gloriette, malgré son aile détruite, reste la gloriette. Et si Schönbrunn a été atteint, ces quelques blessures n'ont rien changé à ce décor que hantent toujours les ombres de Napoléon et du duc de Reichstadt. Quant au palais des Habsbourg, il est intact. La folie d'Hitler n'a pu tuer Vienne. Dans cette Vienne, tout emplie de souvenirs musicaux et charmants, les Français sont revenus. Ils occupent un quart de la ville et un quart de l'Autriche. Ils sont revenus en vainqueurs, décidés à effacer les traces nazies. Effacer les traces nazies, et j'ai noté aussi, la folie d'Hitler n'a pas tué Vienne et l'Autriche. Comme c'est des choses distinctes. Comment c'est vécu ça? On n'imagine pas, j'ai regardé un peu les archives, il n'y a pas des films comme ça sur l'Allemagne. On ne dit pas l'Allemagne éternelle survivra, etc. Et l'Autriche est présentée, en tout cas par les Alliés, peut-être par les Autrichiens eux-mêmes, comme une victime du nazisme, comme la France par exemple aussi. Alors absolument, donc ça, il y a deux aspects. Il y a d'une part ce que fait de l'Autriche la déclaration de Moscou de 1943, qui présente effectivement l'Autriche comme victime du nazisme, du national-socialisme. Donc il y a cet enjeu-là, effectivement. Donc là, on est en 1943, mais il y a malgré tout un second paragraphe dans cette déclaration qui précise que malgré tout, l'Autriche a une responsabilité historique lourde. Mais on a soigneusement mis un mouchoir là-dessus. Pourquoi ? Parce que, effectivement, il était beaucoup plus commode, beaucoup plus arrangeant pour l'Autriche à cette époque de se présenter en victime. Et l'Autriche va, avec délice, s'inscrire dans ce sillon aidé par les Alliés finalement, parce que, j'ai pas regardé, mais en 1948, ça, cette fameuse loi d'amnistie, peut-être un mot. Oui, donc on assiste effectivement à une amnistie à peu près générale d'anciens membres du parti nazi en Autriche. Si je vous ai bien lu, 1,5 million de membres du parti nazi autrichien. Voilà, donc réintègre la société et l'appareil d'État en Autriche. Et alors, en 1949, élections législatives, et on les appelle néo-nazis, mais en fait ce sont des nazis encore, arrivent au Parlement. Oui. Mais on n'imagine pas ça en Allemagne à l'époque.
Non, effectivement. Donc là, on songe à une espèce de chemin proprement autrichien, effectivement, où il faut comprendre aussi autre chose, c'est-à-dire que l'Autriche se cherche en tant que nation. C'est-à-dire qu'elle n'existe pas vraiment. Voilà, elle est occupée, donc elle cherche à élaborer une espèce de construction nationale, d'exister en tant que nation. Et exister en tant que nation, à ce moment-là, ça implique de se séparer assez radicalement de l'Allemagne. Oui, mais et notamment de l'Allemagne nazie. D'accord, mais ça ne pose pas de problème d'élire des nazis ou de les amnistier. Apparemment, à ce moment-là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes dont on sait pertinemment qu'elles sont nazies, qui sont malgré tout réintégrées, d'autres qui taisent leur passé nazi. Donc c'est assez compliqué. En fait, on ne fait pas ce travail de mémoire qu'on a pu faire en Allemagne. Donc là, ce qui domine à ce moment-là, c'est l'oubli, le refoulement. Voilà. Il s'agit de vraiment tourner la page du nazisme pour construire une nation autrichienne. Je reprends votre expression tourner la page, parce que vous m'avez dit que les écrivains de l'époque nazie sont au pinacle. Oui. On les lit, on remet des prix à leur nom. Voilà, absolument. Donc un certain nombre d'auteurs, effectivement, qui avaient servi la propagande nazie, sont réintégrés. On leur décerne même des prix, des titres, etc. On donne le nom à certains prix, effectivement. Aujourd'hui encore ? Aujourd'hui encore, ça existe pour certains, toujours en Autriche. Mais il y a malgré tout aussi un mouvement contestataire qui se fait jour dès ce moment-là. Alors, on va un petit peu avancer. Dans les années 80, bien sûr, il y a toujours eu, on ne va pas non plus exagérer, il y a eu des résistants aussi autrichiens. On ne va pas non plus simplifier les choses. Dans les années 80, en revanche, retour de cette question de manière extrêmement violente. Kurt Waldheim, qui a dirigé l'ONU, se présente à l'élection présidentielle autrichienne. Et pendant la campagne, voici ce qu'on révèle aux électeurs autrichiens pour les tenir au courant du passé de Kurt Waldheim. Kurt Waldheim, photographié en uniforme de la Wehrmacht pendant la guerre en Yougoslavie, soupçonné aujourd'hui d'être un criminel de guerre et d'avoir ordonné et participé à des atrocités en Yougoslavie entre 1942 et 1944. Secrétaire général des Nations Unies pendant 10 ans, jusqu'en 81, candidat cette année à la présidence de l'Autriche, Kurt Waldheim est accusé par le Congrès juif mondial sur la foi de documents allemands retrouvés en Yougoslavie. Les documents que nous avons prouvent que c'est un criminel de guerre. Ces documents, il les a signés en toute connaissance de cause. Il les a signés en tant que témoin. Voici les documents classés F 25572 dans les archives yougoslaves, avec la description du travail de nettoyage, entendez extermination, d'une unité spéciale à laquelle aurait appartenu Kurt Waldheim. Village incendié, massacre de plusieurs centaines de personnes, tout y est soigneusement consigné. Le Congrès juif mondial annonce la parution prochaine de documents qui seraient accablants pour le candidat à la présidence de l'Autriche, documents tirés d'archives inédites des Nations Unies. Kurt Waldheim a toujours affirmé n'avoir été qu'un officier interprète dans la Wehrmacht. Et alors, est-ce que ça va tuer sa carrière politique à Kurt Waldheim ? Eh bien non, étonnamment, ça ne va pas la tuer, mais évidemment, il sera mis sous surveillance attentive par les États-Unis et par d'autres puissances. Oui, mais il va être élu. Il va être élu. Président de l'Autriche. Oui, président de l'Autriche. Alors, il faut savoir que Waldheim a eu un discours assez ambigu, pour le moins. C'est-à-dire que dans un premier temps, il va nier, en disant non, je n'y étais pas, je ne suis responsable de rien, etc. Deuxième étape, j'y étais quand même, mais je n'ai fait que mon devoir, comme des milliers d'Autrichiens. Donc comme ça permet aussi catégorique de effectivement rallier les suffrages de tous ceux qui étaient dans sa position et de son âge également, de sa génération. Voilà. Donc il y a cet aspect-là, mais Waldheim va vite devenir un symbole, le symbole du mensonge d'État autrichien, d'un mensonge généralisé. Et d'ailleurs, ça va quand même ouvrir une période un peu nouvelle, comme une ère un peu nouvelle, de contrition, les historiens vont se pencher vraiment sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Exactement, ça donne lieu à un débat public au sein vraiment de la société autrichienne, ça donne lieu à un débat au sein de l'historiographie. Donc on essaye de manipuler aussi certains historiens. À ce moment-là, le pouvoir politique s'y applique fortement. Donc voilà, ça évolue. En 1988, on fête les 50 ans de l'Anschluss. Donc 1988, c'est la date de la pièce satirique de Thomas Bernhard. Notamment, on rouvre le musée juif qui avait été spolié en 1938. Donc c'est un symbolique très fort en mémoire. Cela étant, on va regarder une de l'Obs en 1992. Voilà, les nouveaux fachos, il y a un jeune homme, là, le deuxième, c'est Jörg Haider. Et malgré ce que vous dites, il arrive au pouvoir, dans une coalition certes, en 2000, ouvrant une crise très grave en Europe. Et aujourd'hui, on est aux portes encore d'une présidence d'un parti qui se dit néo-nazi. Oui, effectivement. Donc on peut se poser la question d'une espèce de survivance, d'une forme d'antisémitisme symbolique
Et qui change de Qui nature. Parce que... persisterait. C'est un terme de Jacques Le Rider, donc historien effectivement de l'histoire culturelle autrichienne, qui avance ce terme. Donc il s'interroge en tout cas sur la persistance d'un terreau antisémite éventuel en Autriche. Merci, même si aujourd'hui on voit que c'est plutôt autour de l'islamophobie et d'une xénophobie rampante que cela prend des formes peut-être un peu différentes. Alors vous avez amené un livre, juste pour terminer, peut-être donner le titre et le montrer à la caméra. Alors il s'agit d'un ouvrage écrit par Gerald Stieg, donc qui était professeur de littérature autrichienne à l'université Paris 3, qui s'intitule « L'Autriche, une nation chimérique ?» point d'interrogation. Merci. Je mettrai de toute façon cette référence sur le compte Twitter d'Info Rétro et puis sur le site de Public Sénat. Merci beaucoup, Marc Laffitte, d'avoir été mon invité. Merci. Les intermittents du spectacle sont à nouveau mobilisés pour défendre leur régime d'assurance chômage et ce n'est pas vraiment la première fois. Avant de revenir sur une bonne vingtaine d'années de lutte, un point sur la mobilisation actuelle avec Jordan Klein. Nichés sur la terrasse du théâtre de l'Odéon depuis hier soir, les intermittents du spectacle, soutenus par plusieurs organisations syndicales, appellent à la mobilisation. Objectif, faire pression sur les négociations de l'indemnité chômage. Artistes ou techniciens, les intermittents sont embauchés avec des contrats de travail à durée déterminée, souvent très courts. Pour pouvoir obtenir ce statut et donc l'assurance chômage, ils doivent déclarer 507 heures de travail sur l'année. Problème, le régime coûte cher et enregistre un déficit de plus de 950 millions d'euros par an. Le MEDEF, accompagné par plusieurs autres syndicats, demande sa refonte. Un mouvement qui a trouvé écho au niveau national. Les théâtres de Toulouse, Bordeaux ou Montpellier ont aussi été occupés pour des actions qui se veulent ambitieuses. Au-delà des intermittents, le projet de loi travail est aussi dénoncé. Alors je vous parle, on est en train de trouver, en tout cas d'essayer de trouver un accord. J'ai envie de demander à Xavier Greff, mon deuxième invité de cette émission, avant combien de temps? Alors, juste pour vous présenter aux téléspectateurs, vous êtes économiste, professeur de sciences économiques à l'université Paris 1 et, si je puis dire, sauf votre modestie, le meilleur spécialiste de l'économie de la culture en France. C'est une nouvelle étape, il y en aura d'autres, des crises comme ça, c'est récurrent? C'est possible, si vous voulez, parce que ce système a été créé dans un contexte très particulier qui n'a plus rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. En quelle année? Ça date de quand? De 1936, juste avant le Front populaire. Donc ça fait 80 ans. C'est dans les années 30, et à ce moment-là, il avait été créé dans une logique purement d'assurance, c'est-à-dire que entre le tournage de 2 films... C'était que pour le cinéma? C'était que pour le cinéma et que pour les techniciens et les metteurs en scène d'ailleurs, mais pas pour les artistes à ce moment-là. Et entre 2 films, en quelque sorte, il y avait donc des interruptions qui pouvaient aller assez longues. Et pour fidéliser en quelque sorte leurs techniciens, pour les trouver, parce que ce n'était pas évident à cause de ces interruptions, les entreprises, enfin les producteurs de cinéma avaient, en accord d'ailleurs avec les techniciens, créé un système, c'était une caisse en quelque sorte. On cotisait pendant les périodes d'activité et on était rémunéré pendant les périodes de non-activité. Mais ce système a subi une très grande évolution. Oui, parce qu'après, on a ajouté progressivement d'autres membres du spectacle. Tous les artistes et tout le spectacle vivant au sens propre du terme, pas seulement le spectacle enregistré, ce qui était le terme technique pour le cinéma. Alors, ça a longtemps été un système qui a plus ou moins marché, en tout cas qui n'a pas vraiment fait parler de lui en tant que tel. Je pense que dans les années 60, les gens ne savaient pas ce qu'était un intermittent du spectacle. Et c'est Probablement. Et la question, elle est apparue au grand jour, notamment en 1992. J'aimerais qu'on regarde cette première archive. C'est l'occupation d'un théâtre qui est tout près de l'endroit d'où on se parle, du Sénat. C'est à l'Odéon. Donc en 1992, déjà, l'Odéon était occupé par les intermittents en colère. Social, les intermittents du spectacle toujours mobilisés, ils occupent depuis le 1er juillet le théâtre de l'Odéon à Paris pour conserver, c'est une manifestation, pour conserver leur statut actuel qui leur garantit notamment une forte protection contre les risques de chômage classiques dans cette profession. Jean-Yves Perrin. L'Odéon occupé comme en mai 68. Mais cette fois, à l'appel de la CGT, ce sont les artistes et techniciens du spectacle qui sont là depuis 7 jours. Leur combat, garder ce statut spécifique qui leur permet aujourd'hui de bénéficier d'au moins 6 mois d'assédic après avoir cumulé 507 heures de travail. Jacques Lang, au secours! Et si les artistes appellent à la rescousse leur ministre de tutelle, c'est que l'UNEDIC prévoit de plafonner à 3 mois par an la période d'indemnisation. Un commentaire? Vous avez envie de dire quelque chose? Non, c'est effectivement en 92 le système, c'est la première explosion en quelque sorte, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à partir de 81, le volume des dépenses culturelles en France et des activités culturelles augmente considérablement. Et d'ailleurs, les intermittents vont passer dans cette période d'un peu moins de 30 000 à environ plus de 100 000. Le problème, c'est que les ressources ne suivent
pas exactement les ressources d'activité, les ressources... Juste pour vous couper, c'est une activité qui est structurellement déficitaire? Non, pas nécessairement, puisque le problème va surtout venir à ce moment-là, surtout du spectacle vivant, pas du volet cinéma. Vous savez, il y a deux pôles dans le spectacle, cinéma, spectacle vivant. Et le problème, c'est que effectivement, il y a un accroissement considérable. Et cet accroissement, ce n'est pas le seul facteur. Il y a un autre facteur qui joue, c'est qu'à ce moment-là, le système de l'intermittence a été intégré au système général de l'UNEDIC, d'où les fameuses annexes, ce terme d'annexe. Et c'est le moment aussi où, au niveau national, on commence en quelque sorte à réviser des accords qui étaient très favorables sur l'indemnisation du chômage en général. Et évidemment, se pose le problème de savoir si ces révisions doivent aussi peser sur les intermittents. Alors les intermittents vont réussir à conserver à peu près leur... À ce moment-là, ils vont réussir à conserver à peu près le système. Le système. Et nouvelle explosion, vous parliez de 3 explosions, celle d'actuellement est la 3e, la 2e, on est en 2003. Et là, 2002-2003, et en 2003, une question nouvelle se pose, et vous allez le voir dans le sujet, c'est la question de l'impact économique de ces manifestations, de ces grèves, et par conséquent, on va l'entendre, on va en parler après, et par conséquent du poids économique, même des intermittents en tant que tels. Vous allez voir, donc on était à Avignon, et ça s'est très mal passé au début du mois de juillet 2003. Confusion, Capharnaüm, chaos. Une députée maire, Marie-Josée Rouag, qui annonce en fin d'après-midi ne pas vouloir annuler tout de suite le festival IN. Un patron, le patron de ce même festival, Bernard Fèvre-Darcier, qui fait savoir qu'il ne jouera pas sous la contrainte. Et puis, des intermittents dont on ne sait pas s'ils appelleront ce soir, comme hier, à une reconduite de leur mouvement. Seule certitude, si le festival s'arrête, c'est la catastrophe pour les commerçants. Disons que notre clientèle festival, sur les 3 semaines de juillet, cela représente 95, voire un peu plus, de notre clientèle de l'hôtel. Ce soir, pour le 2e soir consécutif, la cour d'honneur restera vide. Manifestations, sitting, discussions, le spectacle sera dans la rue. Alors ce qui me frappe, notamment dans le mouvement actuel, c'est que longtemps, les intermittents ont dit on défend la culture en tant que... Car voilà, on a le droit, les citoyens, c'est bon pour la cité, c'est bon pour la démocratie, etc. Désormais, on appelle de plus en plus, on dit on a un poids économique qui n'est pas suffisamment reconnu. Qu'est-ce que l'économiste a à dire à cela ? Alors, effectivement, depuis maintenant, ça a commencé même bien avant dans toute l'Europe, tous les pays, pas seulement la France, dans tous les pays, on voit ce débat qui insiste sur le fait qu'au moment où beaucoup d'activités traditionnelles s'effondrent, les activités liées à la création et à la valorisation du patrimoine culturel, notamment tout ce qui va être du côté des musées, des expositions, etc., devient très significatif, d'autant plus que c'est un gisement d'emploi, pour prendre le terme qui est évoqué. Et effectivement, ce thème devient très important, c'est-à-dire que le problème n'est plus seulement de dire la culture est une activité dont le pays a socialement besoin, en quelque sorte. Là, on remonte presque au programme du Conseil national de la résistance, mais il est de dire c'est un levier de développement économique. Ces fameuses phrases où on dit 1 euro dans la culture, ça emporte 8 ou 9, c'est assez délirant. On entend beaucoup ça. En Allemagne, aux États-Unis, en France, en Italie, 1 euro rapporte 1,5 euro dans la culture. Donc c'est quand même... Dans la culture, non, dans l'économie. Dans l'économie, oui. On va s'arrêter là, Xavier Greff. Merci. Je cite juste votre dernier livre, c'est une réédition, la 2e édition, mais très, très augmentée, de la politique culturelle en France avec Sylvie Pliéger et aux éditions de la documentation française. Merci d'avoir été mon invité. Merci beaucoup. Cette semaine, l'Archivant Plus nous ramène il y a 30 ans, et alors qu'une bonne partie de l'Europe s'inquiète des conséquences de l'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine, en France, tout va bien. On s'inquiète dans plusieurs pays européens. Par exemple, en Allemagne, à Francfort, les autorités de la région de Hesse ont décidé de suspendre les rencontres sportives dans les stades en plein air en raison des risques de contamination des pelouses, et cela pendant 15 jours. Alors en France, on ne s'inquiète pas pour l'instant, avec raison semble-t-il, car notre pays jusqu'à présent a été complètement protégé de ces retombées radioactives. Les explications de Jacques Violet. La France aurait été épargnée par la radioactivité de Tchernobyl grâce à la météo. Lorsque le nuage radioactif est passé sur la France, les 1er et 2 mai, souvenez-vous, il ne pleuvait pas. Ce nuage n'a donc pas été lavé, c'est-à-dire que les radioéléments n'ont pas été précipités sur le sol, dans les champs et les rivières, à l'inverse de nombreux autres pays européens où il pleuvait.
Et oui, il ne pleuvait pas. Et comme chaque semaine, un peu de lecture, j'ai choisi un très beau livre, celui consacré à l'œuvre de Philippe Honoré, dit Honoré, tout simplement disparu dans l'attentat contre Charlie Hebdo, où il travaillait. Cette petite anthologie du dessin politique publiée récemment aux éditions de La Martinière revient sur 20 ans d'engagement militant, viscéralement à gauche, c'est vrai, écolo et toujours très humaniste. Et en feuilletant les pages, c'est un peu comme si on feuilletait 20 ans de notre histoire, parce qu'Honoré n'est pas qu'un nom sur une liste tragique de victimes du terrorisme, et il faut rendre hommage à son œuvre et lire ce livre. Et comme chaque semaine, pour terminer cette émission, je laisse une autre personne venue du passé vous dire bonsoir. Celle-ci, vous allez la reconnaître, c'est Lynn Renaud. Et je viens de terminer la revue au Casino de Paris, parce qu'il commence à se faire bien tard, pour vous aussi d'ailleurs. Il est peut-être temps d'aller se coucher. Je vais peut-être vous dire bonne nuit, non ? Vive la France! Public Sénat et l'INA, en partenariat avec France Info et l'Obs, vous ont présenté l'info dans le rétro.